Remontons le temps jusqu'à il y a 4,6 milliards d'années, afin de voir le moment où notre système solaire est né. Waouh! Il n'y a rien qui ressemble à une étoile ou à une planète. Pour l'instant, il n'y a qu'un nuage géant de poussière qui porte le nom de nébuleuse. Ce sont des molécules d'hydrogène et d'éléments plus lourds, ainsi que de la glace laissée là par une étoile précédente. Mais ce nuage n'est pas dense, donc il ne peut pas se transformer en une étoile ou une planète. Mais ensuite, une vague d'explosions arrive ici, peut-être même plusieurs. Une explosion de supernova se produit à quelques années-lumière de notre nébuleuse. Une étoile géante brûle son carburant, puis s'effondre sous son propre poids. À ce moment-là, retentit un boom d'une telle force que sa lumière peut être vue à des dizaines d'années-lumière. L'onde de choc de la supernova atteint notre nébuleuse. Comme une vague en mer, elle frappe le nuage de poussière, le laissant rétrécir et devenir plus dense. La nébuleuse a alors acquis un centre de gravité commun. Elle a attiré à elle de plus en plus de particules de poussière. Cela a exercé une telle pression sur le noyau de la nébuleuse qu'il s'est mis à tourner. Et plus la masse du nuage central était importante, plus il tournait vite. Les particules à l'intérieur du noyau sont entrées en collision plus rapidement et plus fréquemment. Cela a fait monter la température de la nébuleuse à plusieurs milliers de degrés. À ce moment-là, une proto-étoile est apparue. C'était un soleil jeune et instable. Lorsque la température du noyau de la nébuleuse a atteint des millions de degrés, des réactions nucléaires s'y sont déclenchées. Les noyaux des éléments légers comme l'hydrogène et l'hélium se sont heurtés les uns aux autres et ont fusionné pour donner des éléments plus lourds. Que la lumière soit. Il y a 4,5 milliards d'années, la proto-étoile s'est transformée en un soleil stable, mais 30% plus sombre que celui que nous connaissons aujourd'hui. Il reste aussi un énorme nuage de poussière. C'est le reste des matériaux qui n'ont pas participé à la création de notre étoile. Tu peux maintenant voir les plus gros objets de ce nuage. Les éléments lourds et la poussière ont commencé à s'accumuler, formant des protoplanètes. À ce stade de l'existence du système solaire, il y avait environ 100 protoplanètes, dont la taille allait de celle de la Lune à celle de Mars. À l'époque, régnait un chaos total. Ces protoplanètes n'avaient pas d'orbite bien définie, et elles ont commencé à entrer en collision les unes avec les autres. Certaines se sont heurtées frontalement, créant des explosions massives et des tonnes de débris. D'autres sont entrées en collision de manière tangentielle et ont simplement changé de trajectoire. Dans cette partie de billard cosmique, les plus grandes protoplanètes ont gagné. Elles ont littéralement mangé les plus petits débris et sont devenues de plus en plus grosses. Le chaos ne s'est arrêté qu'environ 100 millions d'années plus tard. Tu peux maintenant voir certaines planètes presque formées. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Notre planète natale ressemble pour l'instant davantage à un morceau de lave. Le bombardement constant de sa surface par divers astéroïdes a beaucoup chauffé la planète. Mais déjà, elle a commencé à se refroidir. Tout allait plutôt bien jusqu'à ce qu'une terrible inconnue apparaisse à l'horizon. Il s'agit de Theia, une planète hypothétique de la taille de Mars qui s'est formée à peu près en même temps que les autres planètes. Et maintenant, elle se dirige en spirale vers la Terre, prête à la frapper. Bam! À la suite de l'impact, un énorme morceau de notre planète a été projeté dans l'espace. Theia elle-même a été réduite en morceaux. Son noyau a fusionné avec celui de la Terre, tandis que le reste de la matière est resté dans l'orbite de notre planète. Petit à petit, les débris des deux planètes ont commencé à entrer en collision les uns avec les autres et à fusionner en un grand corps cosmique. Lorsque la poussière est retombée, la Terre a eu son satellite naturel, la Lune. Une autre hypothèse pour la formation de la Lune suggère que Theia était beaucoup plus grande que la Terre. Elle n'a que légèrement éraflé notre planète et a continué à se déplacer sans perdre sa matière. Et la Lune a été formée presque entièrement à partir de particules de notre planète. Comme preuve de cette hypothèse, nous avons des échantillons de sol lunaire rapportés par les astronautes de la mission Apollo. Il s'avère que la composition du sol lunaire est très similaire à celle de la croûte terrestre, et ces éléments n'ont pu arriver là qu'à la suite d'un événement violent. Les géantes gazeuses comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune se sont formées un peu plus tard et plus loin du Soleil. Ces planètes sont littéralement des boules de gaz. Elles n'ont pas de surface solide. Si tu marches sur Jupiter, tu tomberas jusqu'à ce que tu atteignes son noyau. Ces planètes n'ont pas pu avoir de surface solide pour plusieurs raisons. Elles se sont formées plus tard, alors que les autres planètes s'étaient déjà accaparées les métaux et les silicates. Elles sont aussi toutes nées au-delà de la ligne de gel. Il s'agit d'un point hypothétique situé quelque part au-delà de l'orbite de Mars. Le Soleil ne chauffe pas suffisamment la zone située derrière cette ligne pour que l'eau se trouve à l'état liquide. Il y avait donc une énorme quantité de glace dans les nuages de gaz restants.
3 millions d'années après la naissance du Soleil, ces matériaux ont commencé à s'empiler et à prendre de la masse, devenant ainsi la proto-Jupiter. En quelques millions d'années, cette boule de glace a pu atteindre une masse environ 50 fois supérieure à celle de la Terre. Et plus elle devenait lourde, plus elle était capable d'accumuler de gaz. En peu de temps, Jupiter a absorbé presque toute la matière du disque de gaz qui se trouvait près d'elle et a atteint environ 318 masses terrestres. Jupiter avait un champ gravitationnel très puissant et a fait des ravages sur tous les objets situés dans la zone entre Mars et elle. Les protoplanètes y entraient en collision beaucoup plus souvent, ce qui provoquait leur effondrement. Par conséquent, une ceinture d'astéroïdes s'est formée. Ce sont des fragments incapables de se réassembler en une planète complète à cause de l'intense gravité de la géante gazeuse. Passons à Saturne, la deuxième des 4 géantes gazeuses. Elle est 3 fois plus petite que Jupiter. On pense qu'elle est si petite parce qu'elle est encore plus éloignée du Soleil, à environ 10 distances Terre-Soleil. Et elle a commencé sa formation encore plus tard, alors que Jupiter n'avait presque rien laissé du disque gazeux. Mais Saturne a une autre caractéristique distinctive, ses anneaux. Ils sont si larges que tu pourrais y faire tenir 21 terres. Et ils sont aussi épais qu'un immeuble de 5 étages. On ne sait toujours pas exactement comment ils se sont formés, mais il y a 2 hypothèses principales. Saturne a 82 lunes connues à ce jour. Il y en a peut-être une de plus, mais elle a été détruite lors d'une violente collision. La Lune a été brisée en petits fragments qui ont commencé à graviter autour de la géante gazeuse. Ces fragments, à leur tour, sont entrés en collision les uns avec les autres et se sont à nouveau brisés. Petit à petit, des débris de la taille de gratte-ciel se sont transformés en petits grains de sable. C'est ainsi que les anneaux de Saturne sont constitués de poussière et de glace cosmique. Viennent ensuite Uranus et Neptune. Elles sont beaucoup plus petites, avec respectivement 14 et 17 masses terrestres. On pense qu'elles n'ont pas pu atteindre la taille et la masse de Jupiter à cause du puissant vent solaire. Il a progressivement soufflé le disque de gaz à l'extérieur du système solaire, vers l'espace interstellaire. Il y avait donc beaucoup moins de matériaux de construction pour les nouvelles planètes. Quand Uranus s'est formée, elle a subi une collision catastrophique et probablement très violente avec une autre protoplanète. Cette collision a fait rouler Uranus sur le côté. Toutes les planètes ont leur axe de rotation dirigé vers le haut, mais l'axe d'Uranus est dirigé vers le Soleil. Elle ressemble donc plus à une boule qui roule. De plus, sa rotation est rétrograde. Cela signifie qu'elle tourne à l'encontre de son propre mouvement, un peu comme une voiture qui avance, mais dont les roues tourneraient à l'envers. Derrière les géantes gazeuses se trouve la ceinture de Kuiper. C'est la zone située au-delà de l'orbite de Neptune. C'est l'endroit où les astéroïdes, la poussière et la glace sont restés après la formation du système solaire. Elle est similaire à la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, mais elle est environ 100 fois plus lourde. Sachant comment notre système solaire s'est formé, voyons maintenant comment il pourrait être détruit. Le Soleil a une durée de vie comme toute autre étoile. En ce moment, il est à peu près à la moitié de son cycle de vie. Chaque seconde, le Soleil transforme 4 millions de tonnes de matière en rayonnement solaire. Petit à petit, il va s'épuiser et commencer à brûler les éléments plus lourds qu'il contient. Cela augmentera la température, la luminosité et la taille de l'étoile. Dans 1,1 milliard d'années, le Soleil sera 11% plus lumineux qu'aujourd'hui. Les mers et les océans de la Terre commenceront à s'évaporer et notre planète se réchauffera de plus en plus. Dans 3,5 milliards d'années, sa luminosité sera de 40% supérieure à ce qu'elle est maintenant. Les conditions sur Terre à ce moment-là seront similaires à celles que nous connaissons actuellement sur Vénus. La vie sera tout simplement impossible. Dans 7,8 milliards d'années, le Soleil commencera à brûler de l'hydrogène dans son enveloppe. Il grossira alors pour devenir une géante rouge. Il sera environ 256 fois plus grand. À ce moment-là, l'enveloppe extérieure de l'étoile sera exactement à l'endroit où se trouve actuellement l'orbite de la Terre. Mais comme le Soleil perdra sa masse, il est possible que notre planète s'éloigne un peu plus de lui. Néanmoins, cela n'aura aucune importance, car la vie sur Terre n'aura plus pu exister depuis plusieurs milliards d'années déjà, à cause de la hausse de la température. Et un fort vent solaire emportera tout simplement notre atmosphère. Puis, les pulsations thermiques à l'intérieur de l'étoile arracheront l'enveloppe extérieure du Soleil. Cette coquille se transformera en une nébuleuse planétaire, presque exactement comme ce que nous avons vu au début. Et tout ce qui restera du Soleil sera une naine blanche, de la taille de la Terre, qui s'éteindra en quelques milliards d'années. Ok, supposons que ce minuscule grain de sable, d'un diamètre d'environ 2 mm, soit notre planète Terre. Crois-moi, nous ne sommes même pas si grands à l'échelle cosmique, donc ce n'est pas exagéré.
La Lune sera juste ici, à un peu plus de 5 cm, et il faudra trouver un grain de sable 3 fois plus petit que le premier. Il est difficile de dire si c'est le bon, alors supposons encore une fois que c'est le cas. Quel est le voisin le plus proche de la Terre, à part la Lune? Vénus. On l'appelle notre planète sœur parce qu'elle a à peu près la même taille et la même masse, donc ce deuxième grain de sable va faire l'affaire. Pour ce qui est de la distance, nous allons devoir faire une petite promenade maintenant. Et voilà, nous sommes à plus de 6 mètres du grain de sable qu'est la Terre, et c'est le plus près possible. Ensuite vient Mercure, qui est plus de 2 fois plus petite que la Terre. Alors prenons un grain de sel cette fois pour varier. À quelle distance penses-tu qu'elle se trouve de sa voisine, Vénus? Elle est ici à presque 8 mètres. Si tu as déjà vu un bus londonien à 2 étages, c'est à peu près l'équivalent. Bon, Mercure est la planète la plus proche du Soleil, alors naturellement voilà, la grande et puissante étoile, aussi grosse que cette pierre. Elle a un diamètre d'environ 20 cm. Maintenant, où faut-il la placer? Eh bien, tu ferais mieux de prendre un autre bus à 2 étages, car la distance entre le Soleil et Mercure est de 9 mètres, c'est-à-dire encore plus loin que Vénus. Et s'en aller de là jusqu'à la Terre, c'est déjà un sacré voyage. Dans l'ensemble, la distance est à peine inférieure à celle qui sépare 2 bases d'un terrain de baseball. Impressionnant, n'est-ce pas? Et pourtant, on vient à peine de commencer. En s'éloignant du Soleil, on arrive sur Mars, qui est 2 fois plus petite que la Terre. Prenons un grain de poivre rouge cette fois-ci. Mais la distance qui les sépare est encore plus grande que celle qui sépare Mercure du Soleil. Plus de 10 mètres. Nous le placerons donc ici. Et maintenant, prépare-toi pour le vrai choc. Traversons la ceinture d'astéroïdes pour atteindre Jupiter. Pour cela, il faudra s'éloigner d'environ 84 mètres, ce qui est presque la hauteur de la Statue de la Liberté. Et la planète elle-même est à peu près de la taille de ce grain de raisin, à peine plus de 2,5 cm. Prenons maintenant un grain de raisin plus petit et éloignons-nous d'un autre 100 mètres. C'est la distance entre Saturne et Jupiter. Peux-tu encore voir notre pierre, à savoir le Soleil d'ici? C'est plutôt difficile. Si tu prends le Golden Gate Bridge de San Francisco et que tu décides de t'élever de son point le plus bas à son point le plus haut, cela correspondrait à la distance entre Saturne et Uranus, la 7e planète du système solaire. Tu as remarqué que les distances augmentent à chaque fois? Mais c'est loin d'être fini. Voici Neptune, la planète sœur d'Uranus. Bien qu'elle soit voisine, il nous faudra encore 250 mètres pour y arriver, soit l'équivalent de 5 piscines olympiques mises bout à bout. L'ancienne 9e planète, Pluton, est notre prochaine destination. Si nous partons directement du Soleil, il y aura encore 4 piscines olympiques de plus. Et la taille de celle-ci n'est qu'un grain de poivre moulu. Pluton est 6 fois plus petite que la Terre. Et maintenant, place à l'inconcevable. Retournons d'abord à notre Soleil et recommençons notre voyage à partir de là. Tu te souviens de la distance à parcourir? Oui, plus d'1,5 km maintenant. Pour atteindre la limite intérieure du système solaire, à partir de ce point, nous devrons faire le tour de la Terre 4 fois. Toujours à l'échelle où le Soleil n'est qu'une pierre de 20 cm de diamètre. Et quand ce sera fait, nous nous retrouverons dans une énorme ceinture de morceaux de glace flottants, le nuage de Oort. La largeur de cette ceinture dépasse largement les limites de notre planète, mais nous allons essayer. Prenons 3 rochers de la même taille que notre Soleil et disposons-les en ligne. Et maintenant, imaginons que chacune de ces roches a la taille du vrai Soleil. C'est la largeur du nuage de Oort qui tourne en cercle autour de tout le système solaire. Si nous le mettons à notre échelle initiale, le Soleil ne sera même pas visible, pas plus grand qu'un atome. Donc recommençons avec une autre échelle. Cet anneau de pierre contient en son sein l'insondable volume de l'espace. Son rayon est d'environ 1 année-lumière. Fixons-le désormais à 1 cm. Ce sera notre référentiel pour toutes les découvertes à suivre. Le système stellaire le plus proche est Alpha Centauri et il sera à environ 4 cm de distance. Il est composé de 3 étoiles et d'au moins une planète qui pourrait être habitable. Le système est trop petit pour être visible à cette échelle, mais nous allons faire comme si ce grain de sable était suffisant et aller plus loin. Ensuite, allons au bord de la Voie lactée, notre galaxie. La galaxie elle-même fait environ 100 000 années-lumière de large, mais nous ne sommes pas loin de son centre, donc la distance ne sera que de 50 000 années-lumière. Sur l'échelle super réduite que nous avons créée, elle sera de 500 mètres. Si tu allongeais la tour CN de Toronto, il ne manquerait que quelques mètres.
D'ici, la galaxie la plus proche de nous est Andromède. Dans un futur lointain, elle entrera en collision avec la Voie lactée. Mais pour y arriver, nous devrons parcourir près de 25 km, soit 2,5 millions d'années-lumière en échelle réelle. À titre d'information, c'est 2,5 fois plus profond que le point le plus profond de la fosse des Mariannes, connu sous le nom de Challenger Deep. Ensuite, il y a un objet que nous pourrions enfin placer à plus grande échelle, NGC 604, une nébuleuse stellaire située dans la galaxie du Triangle. En ligne droite, nous n'aurions besoin de parcourir que 2 km de l'endroit où nous nous trouvons actuellement. Alors faisons-le. Et la nébuleuse elle-même a un diamètre d'environ 1500 années-lumière, ce qui équivaut à 15 mètres dans notre échelle, comme un immeuble de 5 étages. Mais revenons en arrière d'environ 1 km et regardons autre chose. Cet objet a presque exactement la taille d'un Boeing 747, et étonnamment, c'est une galaxie naine pour être précis. Messier 32 a un diamètre de 6500 années-lumière et c'est un satellite de la galaxie d'Andromède. Ils se déplacent ensemble, Messier étant entraîné par la gravité de sa grande sœur. Et maintenant, prépare-toi au grand vertige. Nous allons entrer dans des distances et des tailles qui sembleraient impossibles si elles n'étaient pas vraies. Revenons d'abord au cercle de roches qui constitue notre système solaire. En remontant et en s'éloignant de notre système solaire, nous pouvons voir la Voie lactée qui s'étend sur 20 km de large. En continuant à prendre de la hauteur, on peut voir le grand vide autour de la galaxie que nous avons déjà traversée aujourd'hui, 25 km de néant. Puis, on voit les galaxies et les galaxies naines qui entourent la nôtre. D'abord Andromède, puis d'autres, jusqu'à ce que l'on soit assez haut pour voir tout le groupe local. C'est un amas galactique dans lequel la Voie lactée ne représente pas plus de 1%. Le diamètre est de 100 km. Élevons-nous plus haut encore, et maintenant, nous voyons le superamas brillant et lumineux de Laniakea, qui abrite le groupe local. D'ici, notre galaxie n'est même pas visible. Le diamètre du superamas est d'environ 5200 km. C'est plus que la distance entre Los Angeles et New York. Et ce n'est pas fini. De plus en plus haut, jusqu'à ce que nous voyions le grand mur de Boss, c'est un superamas situé à une distance inimaginable de nous, et à notre échelle actuelle, son diamètre est d'environ 10 000 km. C'est plus que la Grande Muraille de Chine avec toutes ses branches. Pas étonnant que ce soit le boss des superamas. Et enfin, nous sommes maintenant dans l'espace intersidéral, même si le modèle de notre galaxie est resté si loin en dessous qu'on ne peut pas le voir sans télescope. Et nous regardons maintenant le plus grand objet de l'univers observable, le grand mur Hercule Corona Borealis. Sur l'échelle actuelle, il se trouve à 100 000 km de la Terre, soit un quart de la distance Terre-Lune. Et son diamètre est le même, donc il occupe un autre quart du chemin. Il y a des milliards et des milliards de galaxies, de nébuleuses et d'étoiles, et les possibilités sont presque infinies. Et pourtant, l'univers est toujours en expansion. Donc, ce n'est que le début. TRES-2b est une planète où la nuit ne finit jamais. Et ce n'est pas une nuit habituelle avec des étoiles qui brillent dans un ciel magnifique. Là, il fait nuit noire et une chaleur torride. TRES-2b est une géante gazeuse environ 1,5 fois plus massive que Jupiter, et sa surface absorbe mieux la lumière que le charbon de bois. Elle pourrait aussi avoir une faible lueur rouge foncé à cause de son air brûlant, qui est aussi chaud que de la lave. Dans le système stellaire de 55 Cancri, il y a 5 planètes, dont 4 sont des géantes gazeuses semblables à Jupiter et Saturne. Mais la 5e, ou plutôt la première, car elle est la plus proche de l'étoile, diffère des autres de façon tout à fait effrayante. 55 Cancri, eux, est si proche de son étoile que la moitié de la surface de la planète est un véritable océan de lave en fusion. L'autre moitié est dans une obscurité éternelle car elle ne voit jamais le soleil. La planète est toujours tournée vers son étoile d'un seul côté. Entre le brûlant et l'obscurité, il y a la zone crépusculaire, une fine bande de néant lugubre. HD 189733b est la seule exoplanète dans l'orbite de son étoile et à première vue, elle est plutôt jolie. Des tourbillons bleus et blancs formant de merveilleux motifs à sa surface. Mais ces couleurs chatoyantes proviennent en fait de particules de silicate dur dans l'atmosphère de la planète, ce qui signifie qu'il y pleut du verre. Mais le pire, c'est que les vents atteignent la vitesse de 8700 km/h.
soit presque Mach 7. À titre de comparaison, la vitesse du vent le plus rapide sur Terre est de 409 km/h, soit plus de 20 fois moins. Ainsi, le verre qui tombe du ciel se déplace horizontalement à des vitesses hypersoniques, déchiquetant tout sur son passage. Le système suivant, système stellaire de PSRB 1257+12, abrite 3 exoplanètes, qui sont toutes lentement détruites par leur propre étoile. Cela se produit parce que cette étoile n'est pas ordinaire. C'est un pulsar, le noyau d'une étoile explosée qui tourne rapidement. Il crée de puissantes impulsions électromagnétiques dans plusieurs directions, tout en tournant à plusieurs milliers de fois par seconde. Par conséquent, les planètes en orbite autour de cette étoile déchue sont lentement rongées et finiront par disparaître entièrement. Kepler 70 est une étoile naine bleue chaude qui a explosé en géante rouge il y a environ 18 millions d'années. À l'époque, elle était orbitée par au moins 2 planètes, dont la plus proche était une géante gazeuse semblable à Jupiter. Elle s'appelait Kepler 70b et elle existe toujours, mais l'étoile géante l'a consumée et transformée en un monde rocheux brûlant. Actuellement, c'est l'une des planètes les plus chaudes jamais découvertes. Sa température est plus élevée que la surface de notre Soleil. Elle a eu de la chance de survivre au temps passé à l'intérieur de l'étoile, mais elle est en train d'être vaporisée. Elle n'existera probablement plus dans un avenir proche. WASP-12b est l'une des planètes les plus étranges et tristes qui existent. L'énorme gravité de son étoile, combinée à la composition gazeuse de la planète, font que l'étoile dévore lentement sa protégée. WASP-12b a déjà pris la forme d'un œuf et tiré vers son impitoyable soleil. Et elle ne peut rien faire pour inverser la tendance. Dans 10 millions d'années encore, la planète succombera inévitablement à l'appétit de l'étoile vorace. Si tu t'es déjà demandé ce que c'était que de marcher sur de la glace et des charbons ardents en même temps, Gliese 436b est une planète qui t'en donnerait un exemple frappant. Étant extrêmement proche de son Soleil, cette exoplanète de la taille de Neptune affiche des températures plus chaudes qu'un four ardent. Et pourtant, elle est recouverte de glace qui brûle sans cesse. Cette glace est beaucoup plus dense en raison de l'énorme gravité de la planète. Elle reste solide même dans des conditions extrêmes et ne fond pas. Vénus, la jumelle maléfique de la Terre, a aussi sa place sur cette liste de mondes effrayants. La deuxième planète en partant du Soleil a une atmosphère si épaisse et chargée de nuages que sa surface est bien plus chaude que celle de Mercure. Des éruptions volcaniques secouent constamment Vénus, il y règne un effet de serre suffocant. Et ces nuages ne sont pas faits d'eau mais d'acide sulfurique, qui se condense et pleut sur le sol, ajoutant à la fournaise ambiante. Mais même si tu étais assez courageux ou insensé pour essayer de passer à travers ces nuages, tu ne pourrais probablement pas. Les vents sont aussi forts que certains des ouragans les plus puissants sur Terre. Voilà un nom très long pour une planète très très froide. Bien que son étoile haute ne soit pas très éloignée, il s'agit d'une petite naine rouge plutôt froide dont la lumière et la chaleur atteignent à peine la planète. Les températures y descendent jusqu'à moins 223 degrés Celsius, ce qui n'est que très légèrement moins froid que le zéro absolu. L'exoplanète est donc sombre, lugubre et couverte de glace éternelle qui ne dégèle jamais. Néanmoins, si elle y possède un noyau rocheux, elle peut générer de la chaleur. Donc il y a une chance que des choses inconnues et étranges se cachent sous sa surface gelée. Dimidium, située à environ 50 années-lumière de notre système solaire, est une planète hostile à tout être vivant à bien des égards. Elle est en rotation synchrone avec son Soleil, ce qui signifie qu'un de ses côtés est toujours tourné vers l'étoile, tandis que l'autre est toujours dans l'ombre. Le côté chaud est chauffé à plus de 980 degrés Celsius et est perpétuellement balayé par des vents atteignant 1000 km/h. Bien que Dimidium soit une géante gazeuse, elle contient une grande quantité de fer, qui fond et s'évapore dans l'atmosphère, créant des nuages. Et lorsque ceux-ci se refroidissent, ils tombent sur la surface sous forme d'une pluie infernale de fer fondu. L'oxygène est généralement considéré comme un élément susceptible d'apporter la vie à une planète, mais ce n'est absolument pas le cas sur Osiris. Les scientifiques ont été choqués de trouver de l'oxygène sur cette planète, ou plutôt autour d'elle, car elle est 8 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil.
Cette distance extrême fait d'Osiris un endroit où tout ce qui peut brûler le fait. La distance est aussi responsable de l'orbite très courte de la planète autour de son étoile. Une année sur Osiris correspond à seulement 3,5 jours sur Terre. De plus, l'atmosphère de la planète est constamment soufflée par la chaleur de son soleil. Corotte Exo 3b n'est ni aussi chaude ni aussi froide que certaines des autres sur cette liste, mais elle installe une terreur autrement plus insidieuse. C'est une géante gazeuse d'une taille similaire à celle de Jupiter, mais 20 fois plus dense. Cela fait que la gravité de cette exoplanète pèse sur tout ce qui se trouve à sa surface 50 fois plus fort qu'elle ne le ferait sur Terre. Marcher dessus causerait ta perte, car tu serais immédiatement écrasé par la densité de son atmosphère. Corotte 7b est un autre monde semblable à un four. Sa température quotidienne est de plus de 2200 degrés Celsius. Combinée à sa surface rocheuse, elle arbore un paysage infernal. Les roches sur le sol bouillonnent et s'évaporent dans l'atmosphère, où elles refroidissent et finissent par retomber sur la surface en une pluie de soufre. La chose la plus triste à propos de Corotte 7b est qu'elle aurait pu être autrefois une géante gazeuse dont l'atmosphère a été anéantie en raison de la chaleur, ne laissant que le noyau brûlé.